L'électrophorèse des protéines donne le reflet de l'ensemble des protéines sériques. Elle permet à ce titre d'orienter un diagnostic, d'évaluer le retentissement de nombreuses pathologies, voire d'en assurer le suivi et de mesurer l'efficacité d'une thérapeutique. En dehors des profils typiques décrits, des examens complémentaires seront utiles. Néanmoins, son indication principale et irremplaçable réside dans l'exploration des gammapathies monoclonales. Le principe de l'électrophorèse repose sur la migration des protéines en fonction de leur charge électrique. Elle vise à séparer en différentes fractions l'ensemble des protéines. Actuellement, la technique capillaire remplace fortement la méthode traditionnelle en gel. De par la standardisation et l'automatisation, les méthodes utilisées sont reproductibles et donnent des résultats précis. On obtient un profil des protéines sériques représenté par une courbe matérialisée sous forme de 5 ou 6 pics. Albumine, alpha 1, alpha 2, bêta ou bêta 1, bêta 2, gamma. L'estimation quantitative de ces pics est exprimée en pourcentage et la concentration de chaque fraction est calculée avec la protidémie totale, systématiquement réalisée en parallèle. L'interprétation pertinente d'un profil électrophorétique repose sur un échantillon de qualité grâce à un prélèvement réalisé chez un patient à jeun et dépourvu d'hémolyse, la connaissance de la composition des différentes fractions en relation avec la méthodologie utilisée et la connaissance du contexte clinique de la demande et des traitements récents et en cours. Produits de contraste, antibiotiques, solutés macromoléculaires, héparines sont sources d'interférences. L'interprétation d'une électrophorèse consiste en l'observation conjointe de la variation en valeur absolue de chaque fraction et de l'ensemble du profil. La fraction albumine est la seule fraction composée d'une seule protéine. Son intégration électrophorétique permet une évaluation équivalente au dosage pondéral. Avec certaines techniques, elle peut être surestimée en présence d'hyper-bêta-lipoprotéinémie. La fraction alpha 1 contient essentiellement l'alpha 1 antitrypsine et le roseau mucoïde. Sa diminution caractérisée témoigne du déficit génétique en alpha 1 antitrypsine chez les sujets homozygotes. Elle est moins probante chez les sujets hétérozygotes et pendant la grossesse. La fraction alpha 2 est composée essentiellement de l'alpha 2 macroglobuline et de l'aptoglobine. Le syndrome néphrotique est signé par une augmentation de cette fraction et une hypoalbumine, avec une diminution à moindre degré des autres globulines. Dans les contextes inflammatoires aigus, les deux fractions, alpha 1 et alpha 2, sont augmentées. Dans les formes chroniques, on observe également une augmentation globale des gamma-globulines et de fait une diminution relative de l'albumine. La fraction bêta 1, qui contient principalement la transférine, est affectée par les variations de l'équilibre martial et l'insuffisance hépatocellulaire prononcée. La fraction bêta 2 renferme les fractions du complément et des immunoglobulines A. Sa diminution est accorrélée à un déficit ou une consommation du complément. Son augmentation isolée requiert une attention particulière. Elle peut correspondre à une migration atypique d'une immunoglobuline monoclonale. Le bloc bêta-gamma caractérise le plus souvent la cirrhose hépatique. La fraction gamma correspond aux immunoglobulines G, M, A, ainsi que D et E. La diminution de cette fraction reflète des déficits immunitaires primitifs, isolés ou des trois classes, ou secondaires dus à des traitements. Corticoïdes, immunosuppresseurs, chimiothérapie et OHIV. Elle peut être aussi le signe évocateur d'un myélome à chaîne légère. Les hypergamma-globulinémies sont de deux types. Polyclonale, l'augmentation globale et diffuse est l'anomalie la plus fréquente. Elle est observée principalement dans les pathologies hépatiques, infectieuses ou auto-immunes. Dans ces contextes, l'aspect de la fraction gamma peut être hétérogène avec plusieurs bandes distinctes de faible intensité. On parle alors d'aspect oligoclonal. Un suivi de ces profils permettra de mettre en relief un état transitoire ou son évolution vers un statut monoclonal. L'intérêt essentiel de l'électrophorèse reste la mise en évidence d'un pic isolé dit d'aspect monoclonal. Il correspond à la production en grande quantité d'une protéine normale par un clone cellulaire. Cette notion de prolifération monoclonale intempestive suggère un processus tumoral de caractère bénin ou malin et doit être exploré. En l'absence d'antériorité d'isotype connu, la réalisation d'une immunofixation permet de confirmer le caractère monoclonal évoqué
et d'identifier la classe d'immunoglobulines détectée. Le dosage des 3 fractions Ig, G, M, A est alors réalisé afin de quantifier l'éventuelle répression de synthèse des autres immunoglobulines. Dans un second temps, cet examen peut être complété par le dosage des chaînes libres sériques et le calcul du rapport kappa sur lambda. Quant au myélogramme et ou la biopsie ostéomédulaire, ils sont effectués en fonction des critères indispensables au diagnostic de la pathologie suspectée. Toute découverte d'un composé monoclonal mérite d'être suivie. Sa présence sera transitoire dans certaines pathologies auto-immunes, infections virales à EBV ou CMV, traitements immunosuppresseurs ou pathologies tumorales. Outre le myélome multiple, la persistance d'une immunoglobuline monoclonale peut être associée à une maladie de Waldenström, une leucémie lymphoïde chronique, un lymphome non-hodgkinien, un plasmocytome, l'amylose, aux maladies des chaînes légères et chaînes lourdes, au syndrome de Poems. D'autre part, les gammapathies monoclonales observées de façon fortuite chez un patient asymptomatique, aussi appelé MGUS, évoluent dans 25% des cas vers un myélome. Le suivi d'une gammapathie monoclonale avérée repose sur la quantification de l'immunoglobuline par l'intégration du pic à l'électrophorèse ou le dosage pondéral, le dosage des chaînes libres au niveau sérique, la recherche d'une protéinurie de Ben-Jones, et ce, en fonction des pathologies et de leur évolution. Des examens complémentaires non spécifiques, calcémie, bêta-2 microglobuline, créatinine, protéinurie, test de la coagulation, CRP, permettent d'évaluer le retentissement du taux anormalement élevé et des propriétés de la globuline.